Bon, allez, écoutez, bienvenue. Très heureux de vous accueillir avec Claire Marcel Blaise, adjointe à la culture, et Hugo Verlhomme, qu'on ne présente plus, pour celle Hugo, 5e édition de la journée du groupe. On avait commencé en 2015. C'était un petit pari quand même, hein, un gros pari, et puis avec le recul aujourd'hui, un pari réussi. Et on sait qu'on a encore beaucoup de choses à faire autour de cette journée du groupe. Donc 5e édition, mais aussi, et en même temps, ce sera cet après-midi à 14h30, donc le 5e anniversaire de notre jumelage avec la ville de Nazaré. Et nous aurons l'honneur, mais surtout le grand plaisir d'accueillir le maire de Nazaré, M. Walter Cicciaro, qui sera, je pense, accompagné de son premier adjoint. Mais nous avons déjà des personnalités portugaises qui sont là au premier rang. Hein. Et de Pedro Pisco. Voilà. Bon, écoutez, voilà, donc je voulais remercier et saluer les intervenants qui vont se succéder durant cette journée, certaines que vous connaissez bien, d'autres que vous allez découvrir. Je pense, Hugo, utile et nécessaire de saluer cette année exceptionnellement la présence des scientifiques d'Under the Pole, qui font une mission d'exploration de la tête du gouffre, de remercier bien sûr nos plongeurs, Cap Gouffre Exploration. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Nicolas? En plus, ils sont en nombre. Nicolas, lève-toi. On te voit, que tout le monde te voit. Voilà. Ce sont les plongeurs camerounais et qui ont même été explorer la tête du gouffre de Nazaré à 3 reprises. Voilà. Bon, je veux bien sûr remercier l'ensemble des partenaires aussi qui nous accompagnent. N'hésitez pas à aller visiter le village du gouffre que vous avez vu donc en arrivant. Remercier bien sûr Claire, les services de la ville, mais qui va le faire particulièrement le service culture, et bien sûr de remercier Hugo, qui cette année encore, mais comme chaque fois, nous a concocté un programme riche, varié, de qualité bien sûr, avec des intervenants de grande qualité, et donc ce sera forcément, Hugo, une belle journée. Voilà. Donc, belle journée à vous, du gouffre, et maintenant, cap sur le gouffre. Bonjour à tous. Oui, c'est bon. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Bonjour à tous. Je voulais juste rapidement compléter les paroles de Monsieur le maire pour vous donner une perspective sur la politique, cet axe de politique culturelle de la ville qui est la promotion à l'éducation scientifique, dont fait partie la programmation du groupe. Donc effectivement, nous avons cette journée du gouffre qui est très importante pour nous et qui se répète tous les 2 ans, mais nous avons également en complément beaucoup d'actions. Une programmation du gouffre que je vous invite à découvrir avec 3-4 conférences par an. On a également en ce moment à la MOP une exposition croisée, regard croisé entre Nazaré et Cabreton, une exposition photographique qui est vraiment très réussie, donc je vous encourage à aller voir, et puis tout un fonds scientifique aussi sur la connaissance du gouffre, donc à notre maison de l'oralité du patrimoine. Et puis toute l'année, ça c'est un petit peu moins visible, on y tient beaucoup, et c'est beaucoup de travail aussi pour toute l'équipe du service culture, des projets d'éducation artistique et culturelle autour du gouffre. Vous allez en découvrir un aujourd'hui, et on en prépare un pour cette année formidable, qui croise aussi des disciplines comme le conte, les arts graphiques. Et ça, c'est extrêmement important dans cet axe de politique de promotion scientifique, d'amener aussi les enfants et les scolaires vers une meilleure connaissance du territoire et de ce patrimoine naturel exceptionnel qui est autour de nous. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée et on aura l'occasion de se croiser aujourd'hui. Je laisse la parole à Hugo. Merci Hugo. Merci Claire. Bonjour, merci d'être là pour cette 5e journée du gouffre, bienvenue. Elle est un petit peu exceptionnelle à mon sens, pour pas mal de raisons. D'abord il fait beau, l'océan n'a jamais été autant à l'honneur qu'aujourd'hui. Et puis nous avons des invités effectivement, comme disait Monsieur le maire, à la fois prestigieux et surprenants.
Une des principales surprises qu'on a avec cette journée du gouffre, c'est la coïncidence de la venue de l'équipe de Under the Pole, qui sont des scientifiques de très haut niveau qui font des recherches un peu dans le monde entier sur des bateaux océanographiques. Vous allez les découvrir tout à l'heure, et qui sont en fait là pour la première mission océanographique sur le canyon de Cabreton. Et non seulement ça, mais ils existent depuis 16 ans, je le dirai tout à l'heure à nouveau, et c'est leur première mission sur le littoral français métropolitain. Donc ça, c'est quand même incroyable. Voilà, et puis ce matin, donc, c'est consacré entièrement au canyon de Cabreton. Nous commencerons avec Jean-François Bourriet, qui est notre parrain depuis le début. C'est lui qui nous a soutenus, aidé scientifiquement à savoir dans quelle direction aller et à comprendre ce que c'est que ce canyon étrange et qu'on n'a pas fini de découvrir, même au niveau des scientifiques. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui se passent autour du canyon. Il y a aussi des recherches qui ont été faites, dont vous parlera Jean-François, par un bateau océanographique qui est venu il y a quelques jours encore sur le canyon. Donc il y a une espèce d'activité fantastique qui va se répercuter dans la presse aussi. Et cette journée du gouffre est comme le coup de diapason pour tout ça. Donc ce matin, c'est consacré au canyon avec les meilleurs spécialistes, on peut vraiment le dire, qui sont là, qui vont vous montrer des images. Et moi-même, en regardant la présentation, j'ai appris plein de choses. Donc on n'est pas du tout dans la répétition de ce qui s'est fait, on est dans vraiment... On avance avec ce canyon de plus en plus, il y a de plus en plus de gens qui s'y intéressent, qui font de la culture, des arts, des voyages, voilà. Et donc l'après-midi, la première partie de l'après-midi, elle sera consacrée à Nazaré, avec le maire de Nazaré et ses adjoints autour qui vont nous expliquer ce qui se passe à Nazaré, qui est devenue une des villes touristiques les plus connues au monde, qui est dans la presse internationale depuis des années. Et puisque Nazaré c'est les vagues et que le canyon c'est les vagues, la deuxième partie de l'après-midi sera consacrée aux vagues sous toutes leurs formes, avec notamment la venue de Marc Lafosse, qui est un des plus grands spécialistes des énergies marines renouvelables, et qui va nous faire rêver sur ce qu'on pourrait faire à Cabreton, peut-être, dans quelques années, avoir des hydroliennes, des tas de choses, et qui nous permettrait d'avoir de l'électricité de tous ces courants qu'on a ici. Voilà, donc vous voyez, c'est une journée qui va être riche, avec quelques petites virgules, des petites surprises. Et voilà, je crois que maintenant, the show must go on, la fête est ouverte. Voilà, on va commencer. Et donc, pour commencer, j'appelle Jean-François Bourriet, notre parrain de la journée du gouffre, qui est un peu Monsieur Gouffre, avec Hervé Gillet, qui va faire une présentation formidable aussi. Donc, je laisse la parole à Jean-François. Merci Hugo. Merci Hugo. Bonjour à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette salle pour parler devant un public fidèle des choses de la mer du gouffre. Alors je vais vous décevoir parce qu'aujourd'hui, cette fois-ci, je ne vais pas parler du gouffre. Pour mieux comprendre le gouffre, il faut de temps en temps aller ailleurs et je vais vous parler de ce qu'il y a au-delà du gouffre. Vous allez voir, c'est un univers aussi qui est passionnant. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jean-François Bourriet, je suis géologue, je travaille dans un département qui s'appelle REM, Ressources physiques et écosystèmes des fonds de mer. C'est un département éphémère qui chapeaute tout ce qui est géosciences, biologie profonde, recherche et développement. Et j'en suis le directeur adjoint. Alors juste un petit rappel en préambule pour qu'on soit d'accord sur les notions, les termes que je vais employer. La continuité des terres émergées, on l'appelle le plateau continental. C'est ce qui est en bleu clair sur la figure. Après, ça se suit une pente, qu'on appelle le talus continental, qui va de 2000 à 4000 mètres de fond dans le cas du golfe de Gascogne. Et on tombe ensuite sur la plaine abyssale. Ici, si on prend le canyon de Cabreton, on va partir de sa tête, on va suivre son cours sur 300-400 km, on va arriver dans ce qu'on appelle un éventail, c'est là où tous les produits, les sédiments qui sont transportés par le canyon vont atterrir. Donc ça fait un système qui fait un millier de kilomètres à peu près. Et donc moi je vais vous parler de ce qui se passe encore au-delà de ce système. Et la définition des grands fonds, en fait, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a aucune définition. Donc on parle des grands fonds à partir du moment où il y a à peu près plus de 200 mètres. C'est le début, la fin du plateau continental et le début des talus. Alors je vais commencer par vous présenter les 5 grands paysages qu'on trouve dans les grands fonds. Le premier, sur la carte du monde, on voit le premier, c'est ce qu'on appelle les rides océaniques. C'est là où la croûte océanique est créée. Le magma sort sous forme liquide et se solidifie, forme la croûte océanique. Et ça ceinture toute la planète. Le second, c'est
l'endroit où la croûte océanique va rencontrer la croûte continentale. Ça peut se faire de deux façons. Une façon un peu calme, on appelle ça une marche passive, c'est le cas de tout le pourtour de l'océan Atlantique. Il y a une façon un petit peu plus violente, le bloc continental rentre en collision, enfin la croûte océanique rentre en collision avec le bloc continental et la croûte océanique passe sous la croûte continentale. Ça crée les grandes fosses qu'on connaît et ça génère aussi beaucoup de séismes et de tremblements de terre. Et puis entre l'aride et les marges, il y a ce qu'on appelle la plaine abyssale. Donc c'est des zones qui font 2000 mètres de profondeur en Méditerranée, 4000 dans le golfe de Gascogne, ça va jusqu'à 5000 dans le Pacifique. Et le dernier type de paysage sous-marin, c'est ce qu'on appelle les points chauds. Ce sont des volcans isolés qui se situent dans la plaine abyssale et qui sont dus à des anomalies de la sténosphère, un magma qui périodiquement sort sur des points, et comme le croûte océanique se déplace, ça fait des volcans qui sont alignés, comme ici on voit l'archipel d'Hawaï ici, qui sont alignés, et il y a une bifurcation qui montre un changement géologique dans la direction de la tectonique de plaques. Donc je vais vous emmener visiter, à travers des films, des petits films très courts, 4 de ces paysages. Alors, si la vidéo vient partir, voilà. Donc ici on est sur la dorsale atlantique, la dorsale milieu-atlantique. Au niveau, on a vu des laves solidifiées, des laves en coussin, et l'eau qui circule dans les failles ressort sous forme de vapeur, chargée en minéraux, sous forme de fumeurs, des fumeurs blancs, des fumeurs noirs. Et ce n'est pas un monde qu'un monde minéral, c'est un monde où, curieusement, une vie se développe avec des crevettes, des crabes, des vers. Et c'est un écosystème complètement à part qui vit non pas de la photosynthèse comme tout ce qu'on connaît à Terre, mais de la chimiosynthèse à partir du soufre. Vous voyez ici des espèces qui ressemblent à des crevettes, ce sont des crevettes, mais elles n'ont pas d'estomac, elles ont dans leur bouche, dans leurs joues, des bactéries qui digèrent les particules de soufre et qui assimilent le soufre et qui leur donnent l'énergie nécessaire. L'autre paysage, c'est un paysage qu'on connaît un peu plus, c'est celui des canyons. Là, c'est en l'occurrence des canyons du golfe de Gascogne. Certains canyons présentent des grandes failles tout au long de leur cours. Donc ici, on est à 2500 mètres de profondeur, on est avec des basaltes, des roches volcaniques. Il y a très peu de vie, ce sont des crinoïdes. L'eau est à 2 degrés. Ce sont des falaises qui font 800 mètres de profondeur. Ici, on est sur le fond du canyon et vous remarquez qu'il y a des rides, c'est du sable, des rides, c'est-à-dire qu'il y a des courants. Le courant de marée se fait sentir. On est sur d'autres falaises de sédiments calcaires, sédimentaires, et à partir de ces profondeurs, 1700 mètres, se développe tout un oasis de vie grâce aux coraux d'eau froide qui permettent à toute une vie de se développer. Il faut bien voir que le canyon, c'est un endroit où les masses d'eau se rencontrent. Il y a du plancton qui naît aux frontières de ces masses d'eau, et qui dit plancton dit toute la chaîne alimentaire qui va au-dessus. On va voir différents types de poissons, on verra des calmars, et les calmars sont là parce qu'il y a aussi du krill, vous allez voir dans les jardins de coraux dans quelques instants. Et toute cette chaîne alimentaire, en fait, bénéficie de cette zone des canyons où les masses d'eau s'échangent. Le canyon de Cap-Breton est un très bon exemple. L'eau froide du fond remonte et les animaux qui vivent aussi dans cette masse d'eau remontent. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a autant de richesses de mammifères marins, par exemple, dans le canyon. Alors, qui dit krill dit calmar, et qui dit calmar dit mammifères marins, en particulier les baleines à bec. Les canyons sont des zones sanctuaires, très favorables à l'habitat des baleines. Alors, une autre zone, cette fois-ci, ça vient démarrer, c'est la plaine abyssale. La plaine abyssale, c'est des fonds où il n'y a pas grand-chose. De temps en temps, on voit des points de vie, comme ici ce petit point blanc, qui est en fait une éponge, à des formes tout à fait particulières. La plaine abyssale est caractérisée par peu d'animaux, mais des animaux très divers. On parle de faible biomasse et très grande biodiversité. Ça, c'est une forme d'éponge. On va voir une deuxième forme d'éponge. Mes collègues biologistes m'ont dit que cette éponge apparaissait en mauvaise forme. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais eux, voient qu'il y a une forme de forme. Souvent, il y a aussi des aliments qui tombent. Quand une baleine décède, son cadavre se dépose, et très rapidement, une nuée de crabes, d'autres organismes viennent pour se nourrir sur ces épages. Encore une type d'éponge.
Alors vous n'avez pas que des éponges, là ce sont des bivalves, hein, des visicomydés. Là c'est un visicomydé mort. Et à certains endroits, vous voyez les petites taches blanches en bas à droite, ce sont des sorties de fluide, là en l'occurrence de méthane, qui permettent à des bactéries de se développer et les bivalves viennent se nourrir du soufre, du méthane qui est autour de ces bactéries. Et puis à l'occasion de cette plongée, alors je n'ai pas dit, ça se passe au large du Congo, qui est aussi un gouffre, hein, comme le Cap Breton, à 4700 mètres de profondeur. Les chercheurs ont trouvé cette espèce de poisson qui est inconnue. L'espèce est inconnue, le genre est inconnu, et à bord, ils n'étaient même pas d'accord sur la famille. Cette mission a eu lieu il y a 5 ans, et en 5 ans, ils se sont juste mis d'accord sur la famille, mais c'est une espèce inconnue, très sympathique, quand on voit son faciès. Voilà, et puis le dernier paysage, c'est le paysage des monts sous-marins. Donc là, on est par 500 mètres de fond, au large de la Nouvelle-Calédonie, sur des anciens volcans. C'est un fond, un substrat dur, donc c'est une faune qui vit fixée dessus. Et la particularité des monts sous-marins, c'est qu'ils sont isolés. Et donc les grosses questions scientifiques, c'est de savoir comment les populations se reproduisent, comment elles sont connectées d'un mont à l'autre. C'est tous les problèmes d'endémisme et de connectivité des populations. Et quand on sait qu'une population est bien connectée, ça veut dire que dès qu'elle va subir un stress, par exemple un réchauffement de l'eau ou une acidification de l'eau, elle va pouvoir mieux résister au stress si elle est connectée avec d'autres populations qui sauraient mieux résister. Alors, on va parler des caractéristiques du milieu des grands fonds. Vous le savez, la lumière s'arrête à peu près à 200 mètres. Donc, en dessous de 200 mètres, il n'y a plus de lumière du tout. La température oscille entre 2 et 4 degrés. Les pressions sont très fortes. Les plongeurs pourront nous en parler bien mieux que moi. Et puis, c'est un milieu qui est très, très, très corrosif. Donc, pour tous les engins qu'on envoie au fond, il faut qu'on fasse particulièrement attention. Mais la particularité la plus compliquée pour nous, elle n'est pas connue, c'est la stratification des eaux. La colonne d'eau, elle n'est pas homogène. C'est différentes couches qui ne se mélangent pas. Vous avez des couches très denses et froides au fond. C'est en général les eaux polaires, soit arctiques, soit antarctiques. Puis au-dessus, vous avez des eaux chaudes. Et ces couches-là, c'est comme quand vous avez fait vos études, ou quand vous ferez vos études, et que vous étudierez l'optique, c'est les lois de Descartes. Les rayons lumineux, les rayons sonores sont perturbés quand ils changent de milieu. Et on a énormément de difficultés à calculer, à communiquer, à voir et à entendre. Et donc ça pose des gros problèmes pour l'accès à ces fonds. Le premier, c'est que l'eau arrête, par exemple, le GPS. On ne saurait plus vivre sans GPS maintenant. Mais sous la mer, dès qu'il y a quelques dizaines de mètres d'eau, on n'a plus de GPS. Donc il faut trouver d'autres moyens pour se positionner. On a des gros problèmes de communication. On peut communiquer dans une même tranche d'eau, mais pour passer les tranches d'eau, c'est compliqué. Envoyer de l'énergie, comme il n'y a pas de lumière, il faut envoyer de l'énergie pour avoir des projecteurs. Donc envoyer de l'énergie et stocker de l'énergie au fond, c'est aussi des problèmes. Les équipements doivent être en titane, donc des matériaux qui sont chers, qui sont lourds. Donc. Et puis, l'accès aux échantillons nous pose aussi des problèmes. On peut, lors d'une mission, le repérer avec des caméras. Notre souci va être de revenir 1 an plus tard et essayer de repérer, de retrouver cet objet remarquable. C'est comme si vous aviez repéré un coin de champignon en une année, et puis 3 ans après, vous reveniez avec votre lampe torche et vous essayez de retrouver le même coin de champignon, sans GPS. Alors, heureusement, on a des outils, et la France est dotée d'une flotte océanographique qui est opérée depuis 2010, qui est unifiée, opérée depuis 2018 par l'Ifremer, de haute qualité, c'est une des meilleures flottes du monde, avec des navires de surface qui sont munis de sondeurs, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais de sondeurs, et puis on a des multiples préleveurs qui nous permettent d'aller échantillonner les fluides, l'eau, la biologie, la géologie. Et on utilise aussi des appareils, des outils, des engins sous-marins qui sont soit autonomes, soit remorqués par des câbles, et qui nous permettent de descendre ces capteurs au fond de la mer, et donc d'avoir la meilleure précision possible, comme s'il n'y avait pas la tranche d'eau, et qui nous permettent également d'échantillonner. Alors ici, vous avez un petit film qui vous montre un de ces engins, c'est le robot téléopéré ROV Victor, qui descend jusqu'à 6000 mètres. Là, c'est à l'occasion d'une campagne qu'on a menée dans le golfe de Gascogne sur les cours d'eau froide. Et cet outil nous permet à la fois de prendre des vidéos, mais aussi de faire des prélèvements, et des prélèvements que moi j'appelle chirurgicaux. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire d'un dragage et labourer le fond de la mer, on va aller prendre avec une pince,
avec une minutie énorme, un échantillon qu'on met dans un tiroir, et après, quand le tiroir est plein, ben le tiroir, on le fait remonter à la surface, on récupère un tiroir vide et on continue notre plan d'échantillonnage. Alors, ça, c'est les outils classiques. On utilise toute une panoplie de nouveaux outils. Il y a les satellites, bien sûr, qui sont d'une grande utilité. Mais les satellites, leur problème, c'est que les capteurs de ces satellites sont très rapidement arrêtés par la masse d'eau. Ce qui veut dire que si on veut aller un peu profond, il faut utiliser autre chose. On utilise ce qu'on appelle les observatoires permanents autonomes. C'est comme les stations spatiales, mais c'est au fond de la mer. L'exemple que je vous donne, c'est un exemple qui est depuis 10 ans sur la rive atlantique, au large des Açores, dans le cadre d'un projet Enzo-Eric. Et ça fait 10 ans, donc ils nous envoient tous les jours des informations. On retourne une fois par an pour, j'allais dire, faire les niveaux puis nettoyer les vitres. C'est-à-dire qu'on va recharger, on va récupérer tout le matériel, enlever toutes les biofilms, les algues qui se sont mis dessus, récupérer les données, bien sûr, changer les batteries, et puis nettoyer les glaces des caméras parce qu'elles sont couvertes de biocolonisation. Et puis il se développe aussi maintenant des nouveaux outils, des outils sans intervention humaine, ce qu'on appelle des drones, soit des drones de surface, soit des drones sous-marins. On utilise également des animaux eux-mêmes pour porter nos capteurs. Par exemple, les estimations d'évolution du stock de thon, on plante des marques sur le thon qui va accompagner le thon, et dès que le thon va à la surface, il enverra ses informations. Et les informations, c'est ses temps d'immersion, c'est son taux de lipides, c'est-à-dire qu'on va suivre la croissance d'un thon. Puis au bout de quelques mois, la marque va se détacher d'elle-même et on aura récupéré des informations sur les animaux. Et puis on va utiliser les câbles sous-marins, ça j'en parlerai un petit peu plus tard. Alors, l'accès est difficile, mais il y a énormément de vie sous mer. Les organismes s'y sont adaptés, malgré toutes les conditions de température, de chimie, de pH, d'acidité, de gaz. Et il faut savoir qu'il n'y a plus de flore. Il n'y a que des animaux, que des archées ou des bactéries, c'est-à-dire des animaux unicellulaires. Et on a un monde fantastique, les deux petites figures grises en bas, c'est ce qu'on appelle la myofaune, c'est la peau des animaux qui font de l'ordre du millimètre et qui sont très nombreux et très divers. On ne peut pas parler des grands fonds sans aborder l'aspect juridique, parce que c'est des zones où il y a de temps en temps des droits et d'autres endroits ou d'autres secteurs où il n'y a aucune loi. Alors pendant très longtemps, la mer est restée libre, et c'est au XVIIe siècle qu'on a commencé à décréter que les eaux adjacentes à un territoire devaient être régies, donc le souverain pouvait exercer le même droit que sur son territoire terrestre, et c'est la notion de mer territoriale. Et c'était principalement pour se prémunir d'agression. Mais la mer restait toujours un vecteur d'échange, de commerce et de découverte. Et puis un peu plus tard, cette notion de mer territoriale a été pratiquement définie en disant la largeur de cette mer territoriale, ça va être la portée de nos armes. Et donc à cette époque, les canons tiraient à 3000. Et donc à cette époque, la mer territoriale faisait 3000, donc 6 km de large. Bon, depuis, elle est passée à 12 000, donc 24 km. Mais surtout, certains États, en particulier les États-Unis, ont pris des libertés. Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis, de façon unilatérale, ont décrété que tout le plateau continental américain leur appartenait, parce qu'ils voulaient se garder le droit d'utiliser les ressources pétrole ou minérales. Et d'autres États ont pris le pas, et la notion de prolongement naturel de la Terre sous la mer a émergé. Et en 82, c'est une date très importante, les Nations Unies ont adopté une convention qui s'appelle la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qu'on appelle aussi Convention de Montego Bay, qui n'a été mise en pratique que 12 ans plus tard. Il a fallu 12 ans pour que les États signent avec l'ONU, et puis après que les États de leur côté ratifient dans leur Parlement. Donc, ce n'est qu'en 1994 que 167 pays ont pu appliquer cette loi. Et cette loi, qu'est-ce qu'elle nous dit sur les espaces maritimes? Donc ici, vous avez une coupe depuis le continent jusque dans les grands fonds. Il y a les espaces dont j'ai parlé, la mer territoriale de 12 000, une zone qu'on appelle contiguë de 24 000 qui est plutôt réservée à la pêche, et puis un espace de 200 000 qui est la zone économique. Ces trois limites, il suffit d'avoir un mètre et puis de mesurer 12, 24 et 200 000 depuis une ligne de base. Après, le Montego Bay nous dit aussi que les États peuvent revendiquer au-delà de cette ZEE, à condition de répondre à certains paramètres. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est des paramètres de forme de relief, c'est des paramètres de géologie, de continuité du continent,
Et il faut déposer un dossier auprès d'une commission de l'ONU qui s'appelle la Commission des limites du plateau continental. La France a plus de 12 demandes sur son territoire, on va y venir. Et au-delà de cette extension du plateau continental, il y a deux zones il y a deux noms qu'il va falloir que vous connaissiez. C'est la haute mer, donc c'est la colonne d'eau internationale, qui est régie par une convention BBNJ, je vais en parler aussi plus tard. Et puis il y a le fond de la mer qui est régi par une autorité, l'AIFM, l'autorité internationale des fonds marins. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau de la France? J'ai pris l'exemple incluant Cap-Breton pour essayer de parler un petit peu du gouffre. Dans le golfe de Gascogne, on va écouter les limites rouges. Donc il y a la ligne de base qui est en fait le rivage. On ferme les estuaires, on inclut les îles, on a une ligne de base. Et à partir de cette ligne de base, on fait 12 000 avec une règle. Quand les distances sont courtes entre les pays, on s'accorde sur l'équidistance pour avoir une limite. C'est le cas de la Manche avec l'Angleterre. Et puis s'il n'y a pas de pays en face, on va jusqu'à 200 000. Et au-delà des 200 000, c'est la haute mer. Alors, vous avez remarqué que la limite rouge dans le golfe de Gascogne n'est pas l'équidistance. L'équidistance, c'est la limite orange, entre les deux rivages. L'équidistance, c'est le principe que les Espagnols prennent pour définir la limite dans le golfe de Gascogne. La France part du principe d'équité. Au lieu de partir du rivage, de compter à partir du rivage, on compte à partir du bout du plateau continental. Et vous voyez qu'il y a un petit conflit, et c'est un des conflits qu'on a avec les Espagnols dans cette zone, c'est qu'on n'est pas d'accord sur le limite. Montego-Bay nous dit aussi, alors ça c'est le principe d'équité de part et d'autre du bout du plateau continental. Montego-Bay nous dit aussi qu'on peut étendre notre zone économique. C'est ce que nous avons fait en commun avec 4 pays, avec l'Irlande, la Grande-Bretagne et l'Espagne. On a déposé un dossier en commun, je faisais partie de la délégation française. On a déposé un dossier en commun auprès de l'ONU et on a obtenu une extension pour le golfe de Gascogne. Alors qu'est-ce que ça donne au niveau français? Juste un petit mot, vous avez peut-être entendu parler de l'archipel France qui inclut les terres émergées et la partie marine. Donc 6% environ de l'archipel France, c'est de la terre. Le reste, c'est de la mer. Si on regarde la mer, 97% c'est en outre-mer. Les eaux autour de la métropole, ce n'est que 3% du domaine maritime français. Vous avez ici une répartition des domaines, et vous voyez que la Polynésie représente presque la moitié du domaine maritime français. Après, le premier zone en métropole, c'est l'Atlantique. Donc après, vous avez la Méditerranée et vous avez la Manche. Et vous avez avant énormément de zones qui sont beaucoup plus vastes que celles qu'on a en métropole. Et si on regarde l'aspect des grands fonds, les fonds plus profonds de 200 mètres, il n'y a que 2% qui sont autour de la métropole, 98% des grands fonds français sont en outre-mer. Alors, j'aurais eu le temps, je vous aurais fait faire un quiz. Vous connaissez tous le Mont Blanc, la hauteur, c'est le plus haut mont français. Je ne sais pas si vous connaissez les plus grands fonds, où se situe le plus grand fond de la zone française. Alors, je vous donne la réponse. C'est en Nouvelle-Calédonie. C'est une fosse qu'il y a entre la Nouvelle-Calédonie et Vanuatu, à plus de 7500 mètres. Après, vous avez les Antilles, à presque 7000, la Polynésie. Le golfe de Gascogne, maximum, c'est 4000. Et si on place ça sur une carte, vous voyez que la France est un des rares États qui est présent dans tous les océans, Atlantique, Indien, Pacifique. C'est représenté en jaune. Et puis, ça nous donne beaucoup de voisins. On est un des pays à avoir le plus de voisins maritimes. Alors, les pays autour de la France métropolitaine, on les connaît. C'est des pays qu'on connaît. Mais par contre, si on va dans l'océan Indien, on va être surpris de savoir qu'on est voisins de l'Afrique du Sud ou des Seychelles. Si on va dans le Pacifique, on a des voisins qui s'appellent le Tuvalu, le Tokelau. Et puis, si on va dans l'Atlantique, on est voisins d'Aquila. Ce sont des États. Voilà. Et en tout, on a 32 voisins maritimes. Alors, 32 voisins, on peut bien s'entendre. Et puis, il y a des moments où on s'entend moins bien. En langage diplomatique, on appelle ça une dispute. Je vous ai parlé de la dispute avec les Espagnols. On est en dispute assez fondamentale avec Madagascar sur l'appartenance des îles éparses, ça date de la décolonisation. On est en dispute avec le Vanuatu sur des rochers qui sont revendiqués de part et d'autre. Et on est en dispute avec le Canada. La petite histoire s'appelle la baguette au large de Saint-Pierre-et-Miquelon. Et ça, je vous raconterai ça une autre fois. Et puis une dernière chose sur l'aspect juridique, c'est la protection du vivant. L'accord de Nagoya, qui a été signé au Japon, permet aux États côtiers de protéger le vivant et le matériel génétique qui en a découlé, simplement en contrôlant l'accès. Si on veut prélever, si nos collègues d'Under the Pole veulent prélever du vivant, ils vont devoir faire une déclaration à l'État, et cet échantillon sera suivi, de façon à ce que, plus tard, s'il y a des avantages monétaires
pas monétaire, il puisse y avoir un partage juste et équitable entre l'institution et l'État côtier. Donc ça concerne l'AZ2. La haute mer n'est pas concernée. Depuis 2023, vous l'avez peut-être entendu aux informations cet été, il a été adopté ce qu'on appelle BBNJ, Biodiversity Beyond National Jurisdiction, qui veut dire la juridiction au-delà, la biodiversité au-delà de la juridiction nationale. Donc ça a été adopté en 2023. Le temps, il va falloir que ça soit ratifié. Il y a déjà 80 pays, plus de 80 pays qui l'ont signé. Ça reprend les principes de Nagoya, en termes de partage juste et équitable. Ça apporte des nouvelles intéressantes, en particulier la mise en place d'aires marines protégées. On parle des aires marines protégées de haute mer, qui seront pas des sanctuaires, il ne faut pas voir les aires marines comme des sanctuaires, mais comme des zones de protection, et qui devraient bénéficier à tous les acteurs qui travaillent dans ces zones. Ces aires marines protégées existent dans les ZEE, mais surtout la juridiction des pays. Là, ce seront des aires marines protégées qui seront co-gérées par les pays. La prochaine grande conférence sur l'océan, qui aura lieu, co-organisée par Costa Rica et la France, qui aura lieu à Nice en juin 2025, parlera énormément de ces aires marines protégées. Alors bon, c'était l'introduction qui est très très longue. Je vais parler aux vrais enjeux à travers 6 exemples. Avec un premier rappel, qui est celui de l'importance de l'océan dans notre économie. 90% du commerce mondial passe par la haute mer. 99% de nos communications passent par les câbles qui sont sur les fonds de la zone. Et l'économie bleue est importante au niveau de l'Europe. On pense que 5 millions de personnes sont concernées par les emplois maritimes. C'est aussi l'océan qui est une source de ressources potentielles. Alors je ne parle pas de ressources d'énergie fossile, je vais parler là je fais allusion aux énergies marines renouvelables, on en parlera cet après-midi sur un type. Et puis c'est des ressources aussi pour la pharmacie, pour la médecine, j'en donnerai quelques exemples. Alors c'est un océan qu'il faut connaître, parce que malheureusement il n'est pas connu. Donc je vous l'ai dit, les satellites ne voient pas le fond de la mer. 75% des océans sont plus profonds que 3000 mètres, donc d'accès difficile. Vous avez ici la carte des campagnes océanographiques françaises. Il est très jaune, on présente des campagnes, ça paraît énorme, mais il y a aussi beaucoup de trous. Et donc faut aller, les satellites ne font pas tout, il faut aller en mer pour acquérir les données. 80% des océans ne sont pas cartographiés de façon précise, j'y reviendrai tout à l'heure. Sur l'aspect biodiversité, on connaît à peu près 200 000 espèces, on ne sait pas trop combien on a, on estime entre 1 à 10 millions d'espèces, sans compter les micro-organismes. Donc c'est des régions à explorer, c'est la dernière région sur Terre à explorer. Et l'océan est fragile, il est fragile parce qu'il est pollué, 80% de la pollution vient des continents. Vous avez des images ici des canyons dans la Méditerranée, qui sont des véritables poubelles de nos déchets terrestres. La mer monte, et c'est une pression qui est très forte sur les populations. Un tiers de la population mondiale vit près du littoral. Et on imagine très bien, surtout sur les côtes landaises, avec des côtes sableuses fragiles, ce que va représenter dans les années à venir un niveau de la mer à 1 mètre ou 50 cm ou 1 mètre plus haut, et surtout des tempêtes plus fortes. Et l'océan s'acidifie, l'océan perd son oxygène, et ça c'est un stress sur les écosystèmes. Et puis il faut bien voir que l'océan joue un rôle majeur dans la machine du climat, la biodiversité. 30% du CO2 émis par les humains sont absorbés par l'océan. Et donc il faut les protéger, et on ne protège que ce qu'on connaît. C'est pour ça que je voulais vous parler de l'initiative CIBED 2030, qui est une initiative dont le but est de fournir une cartographie précise des fonds marins d'ici 2030. Il y a encore 7 ans. C'est une initiative à la fois d'une fondation japonaise de sciences et puis de la GEPCO. La GEPCO, c'est l'organisme qui est chargé de rassembler les informations pour faire les cartes mondiales. Et la GEPCO, c'est aussi qui enregistre les toponymes. On y reviendra tout à la fin. Alors l'IFREMER, comme les organismes de recherche, fournissent depuis longtemps les informations, les mettent à disposition. Nous, ça se fait depuis 20 ans à travers une institution qui s'appelle IMONET, qui rassemble au niveau européen, c'est un observatoire, c'est un réseau des observations marines européens. Donc on met à disposition toutes nos données et IMONET les reverse au GEPCO. Donc actuellement, on a une carte très peu précise, à peu près un point tous les 2 km de l'océan. Et l'idée, c'est d'avoir une carte plus précise avec un point tous les 100 mètres de l'océan. Avoir une meilleure cartographie, ça permet, vous allez voir, de mieux connaître les choses, de mieux prévenir certains dangers, en particulier les risques sismiques. Donc la flotte océanographique donne ces données, elle fait nos études, mais dès qu'un bateau va faire un transit sans scientifique à bord, maintenant on va mettre en marche nos instruments, et les données brutes
vont être envoyés à ce projet cyber-intrant et vont être traités. Donc on va valoriser tout notre transit. À côté de ça, il y a aussi des nouvelles initiatives avec le développement de nouvelles technologies, où des drones vont aller dans des régions peu hospitalières. Le drone rouge que vous voyez est un drone américain qui s'appelle Safe Drone, qui a fait le tour dans l'Antarctique il y a 2 ans avec des capteurs physico-chimiques. Et maintenant, ils sont en train d'installer des sondeurs multifaisceaux de petite taille, hein, donc pas très précis, mais pour pouvoir envoyer ces outils dans des zones où les bateaux ne vont pas habituellement. Alors, l'autre exemple, c'est les risques géologiques. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, du tsunami qui a eu lieu en Indonésie. Les risques géologiques peuvent provoquer des dégâts humains énormes. Il y a eu plus de 300 000 morts en Indonésie. On attend des tremblements de terre majeurs à Los Angeles avec la faille de Sant'Andrea, qui est une faille marine, à Istanbul avec la faille nord-anatolienne qui joue actuellement. Et donc pouvoir prévenir ces risques est essentiel. Alors je ne vais pas vous décrire tous les risques géologiques qui sont ici, je vais en parler que d'un seul, qui est celui des volcans, des nouveaux volcans. En 2018, à Mayotte c'est un département français, hein, il y a eu plus de 800 séismes en quelques semaines. Et en quelques semaines, il y a un volcan, on le voit sur le bas de la carte, un volcan qui est sorti. Ce volcan était à 50 km de l'île, par 3500 mètres de fond, 3 km de diamètre, 800 mètres de hauteur. Il a fallu qu'on aille installer des instruments en mer, parce que le réseau des sismographes terrestres n'était pas suffisant pour connaître exactement l'épicentre du volcan. Vous voyez sur une carte faite, la différence sur une carte faite avant l'éruption et après l'éruption, le néovolcan. Et en travaillant avec nos sondeurs, en travaillant dans la colonne d'eau, on a vu ici vous avez le fond de mer, hein, on a vu des sorties, ça s'appelle des panaches de fluide, qui se situent sur le flanc de Mayotte, hein, et alors que les éruptions dans le volcan étaient terminées, les échappements de fluide continuaient sur Mayotte. Mayotte s'est enfoncé tout l'archipel s'est enfoncé de 20 cm et s'est déplacé de 20 cm vers Madagascar. C'est en fait le flanc qui était gonflé par la pression du magma depuis des milliers d'années, de façon continue et pas perceptible, qui est tout d'un coup dégagé par le volcan, et le flanc est s'est complètement affaissé. Et ce fluide-là qui est sorti, c'est du gaz carbonique, et on a vu des lacs de gaz carbonique solide au fond de la mer. Depuis, on a des missions quasiment 2 fois par an, et on a un planeur sous-marin autonome qui mesure 24 heures sur 24, qui tourne autour du volcan et de la zone de fluide pour nous envoyer des informations. Alors je vais parler des ressources énergétiques et minérales, très peu des ressources énergétiques parce que la plupart des nouvelles ressources hors fossiles, les énergies marines renouvelables, se situent sur le plateau continental. Mais les éoliennes en mer devenant de plus en plus grandes, pour avoir des éoliennes plus puissantes, plus hautes, les industriels pensent les éloigner du rivage, elles vont bientôt arriver dans les eaux profondes. Il y a aussi l'hydrogène. On peut faire de l'hydrogène à partir de l'eau de mer et de l'énergie solaire ou du vent. Mais aussi on peut aller capter de l'hydrogène natif. Il y a des sorties d'hydrogène. Les dorsales océaniques, l'hydrogène sort de façon native. Faire de l'hydrogène, ça coûte très cher en énergie. Actuellement, ça coûte plus cher d'énergie de fabriquer de l'hydrogène que la quantité d'énergie contenue dans l'hydrogène. Et puis il y a la géothermie. Mais je vais surtout parler des ressources minérales et de 3 ressources en particulier. Bon, sur le plateau, il y a les granulats, les sables. C'est la deuxième ressource la plus échangée, après l'eau potable. C'est les sables, c'est pour faire du béton, pour construire, pour artificialiser les sols. Il y a une autre ressource sur le plateau continental, alors là c'est complètement opposé, c'est des tout petits volumes, c'est des minéraux lourds qui sont érodés sur le continent, transportés par les fleuves, déposés dans les sédiments. Là ce sont des diamants. Et donc c'est des tout petits volumes mais qui rapportent gros. Mais dans les grands fonds, je vais parler de 3 ressources. La première, c'est les sulfures, les amas sulfurés ou les sulfures hydrothermaux qu'on trouve au niveau des dorsales, sous forme de fumeurs, quand les fumeurs sont actifs, mais il y a aussi des cheminées qui sont inactives et qui constituent des vraies ressources minières. Les nodules polymétalliques, qui eux se situent dans la plaine abyssale, par 5000 mètres de profondeur. C'est des concrétions qui sont grosses comme le poing, ça va d'une taille d'une bille à une boule de pétanque. Et puis les encroûtements qui sont, eux, au sommet des monts sous-marins. Alors, il y a des questions scientifiques sur comment ils sont construits. Il y a des questions sur la biologie, comment la biologie va altérer ou va évoluer, contribuer à la construction de ces ressources. Il y a des questions sur les bilans globaux géochimiques.
Mais les vrais enjeux sur ces ressources actuellement, c'est leur exploitation. Est-ce que cette exploitation est économiquement rentable? Ça, c'est une chose. Et surtout, est-ce qu'elle est écologiquement acceptable? Parce en cas d'exploitation, on travaillerait dans des zones extrêmement vulnérables, des écosystèmes qui évoluent très lentement. Alors donc ces ressources, elles sont convoitées. Pourquoi? Parce que les mines terrestres sont exploitées depuis très longtemps. On a exploité les mines les plus rentables, les plus faciles à trouver, les plus gros volumes, les plus faciles à traiter. Et donc on est maintenant sur des mines où les concentrations sont plus faibles. Il y a, je ne vais pas faire un dessin long, les instabilités géopolitiques qu'on connaît. Les pays vont vouloir assurer leur approvisionnement dans différents métaux. Et il y a aussi la lutte contre le changement climatique où il va falloir générer des nouveaux produits, produire plus. Et tout ça fait qu'il y a une énorme variabilité plutôt à la hausse sur le cours des métaux. Et donc ces ressources marines ont des caractéristiques qui sont intéressantes. Sur les sulfures hydrothermaux, c'est principalement le cuivre, il y a de l'or, de l'argent, et il y a aussi le barium. Le barium, sans le barium, il n'y a pas de pétrole. On s'en sert pour les forages, pour les bouts de forage. Il y a dans les nodules, c'est surtout le cobalt et le nickel, plus les terres rares. Alors les terres rares, elles sont rares parce qu'elles étaient difficiles à trouver, elles sont abondantes sur Terre, c'est leur traitement qui est compliqué, qui est très polluant, et les pays industrialisés ont laissé le traitement à la Chine, qui fait que la Chine a le monopole maintenant des terres rares. Les encroûtements, c'est surtout le cobalt, le nickel et les terres rares. Alors, les estimations sont encore très, très floues. On multiplie quelques chiffres d'échantillons par les surfaces immenses, ce qui fait que pour certains, c'est un Eldorado, que ce soit des États ou des entreprises. Et cet Eldorado, en fait, il se situe principalement dans la zone, donc dans les eaux internationales. Vous voyez sur les cartes en jaune, ce sont les nodules polymétalliques, en rouge, ce sont les dépôts de sulfure, et en orange, ce sont les dépôts des encroûtements. Et donc c'est pour ça que l'AIFF, l'Autorité internationale des fonds marins, est un organisme prépondérant parce qu'il reçoit les demandes des États pour un permis d'exploration, aller faire la cartographie, estimer les ressources, et les permis d'exploitation. Actuellement, il y a 36 permis d'exploration. La France en a 2, un dans le Pacifique pour les nodules, un dans l'Atlantique pour les sulfures. Et en fait, les 36 permis sont détenus par 22 pays. On considère, là on a fait une étude avec le BRGM, on considère qu'il y a 9 pays qui sont très actifs. Alors, certains pays on les attend là, c'est la Russie, la Chine, et puis il y a des pays qui sont un peu surprenants, comme les îles Cook ou les îles Nauru. Je ne sais même pas si vous connaissez Nauru. C'est un archipel dans le Pacifique qui a exploité le phosphate dû au guano, aux excréments des oiseaux. Ils ont ravagé leur île, et maintenant ils sont en recherche de ressources, et ils sont prêts à exploiter leurs ressources minières. Et derrière Nauru, il y a un grand groupe minier qui s'appelle The Metal Company, et qui pousse Nauru à aller exploiter les ressources. Alors, il y a 0 permis d'exploitation en cours actuellement. Et Nauru, on sait, va en déposer dans les 2 ans. Et actuellement, on en a aussi parlé cet été, il y a une négociation très dure au niveau de l'AIFM sur les règles du jeu pour l'exploitation. Et l'enjeu, c'est vraiment de savoir quel est l'impact d'une exploitation sur l'écosystème très fragile. Et si vous avez vu le bateau dont a parlé Hugo, le bateau rouge, qui est un bateau hollandais qui a travaillé il y a 15 jours dans le canyon de Cap-Breton, c'est un programme européen qui s'appelle Deep Sea Mining. Ils vont tester des mesures de panache. Les engins de ramassage, ou les futurs engins de ramassage, sont des gros engins miniers, qui vont ratisser le fond de la mer pour récupérer les nodules avec toute la vase qui est autour, et ça va générer un panache sur vide énorme. Et donc mesurer l'impact de ce panache sur les organismes est primordial. Et donc les Hollandais testaient leur matériel avant d'aller le mettre en opération dans le Pacifique. Ils l'ont testé dans le groupe de Cap-Breton parce qu'on a une très bonne connaissance de la modélisation des courants et de l'hydrodynamique qui s'y passe. Alors, une autre ressource avec les vrais enjeux, c'est les ressources biologiques des grands fonds. Vous avez vu la grande diversité qu'on a à travers les différents paysages, les espèces qui vivent à partir des bactéries chimiosynthétiques, les monts sous-marins avec les coraux et les problèmes d'endémisme, et les plaines abyssales où il y a une très forte diversité. Et tout ça, ça donne naissance à des innovations, que ce soit en pharmacopée, en médecine. Je vais en prendre qu'un exemple, celui de gauche. Les petites crevettes que vous avez vues, en fait, quand on les a étudiées, on s'est aperçu qu'elles avaient un taux de reproduction et de duplication de leur matériel génétique ADN, ARN, avec un succès fou. Il y avait très peu d'erreurs lors de la reproduction.
Et il y a très peu d'erreurs parce qu'il y a une enzyme spécifique, une enzyme polymérase contenue dans des bactéries au sein de la crevette qui jouent leur œuvre. Et donc les généticiens travaillent sur ces bactéries pour voir comment les appliquer en médecine. Et puis la diversité va nous inspirer aussi, c'est tout ce qu'on appelle le biomimétisme. Enfin, sur le dernier enjeu, c'est les communications. Je vous dis, quasiment tout le trafic mondial passe par les câbles sous-marins. Et donc il y a des enjeux de optimiser le trajet pour éviter les zones à risque, comme les dorsales, comme les canyons, il y a des risques de rupture de câbles. Il y a une autre menace qui arrive, c'est la menace d'actes malveillants, puisque maintenant, avec des drones, on est capable, pas n'importe qui, mais l'accès au grand fond, avec des moyens un petit peu sophistiqués, de plus en plus pratiques. Donc les défenses des différents pays s'intéressent beaucoup au grand fond marin. C'est pour ça, par exemple, le président de la République, il y a 2 ans, a annoncé dans son plan France 2030, il y avait 10 objectifs, sur les 10, il y en a un qui s'appelle Grand Fond Marin. Et il y a une certaine somme d'argent qui est dédiée à développer le tissu industriel français, à la fois pour des applications scientifiques et pour des applications militaires. Et puis j'en terminerai là, les câbles intelligents, les câbles à fibre optique Saint-Pierre-et-Mont. Maintenant, on envisage d'utiliser ces câbles pour pouvoir brancher des capteurs et faire un observatoire en utilisant ces capteurs. Et on va même plus loin, on utilise la fibre, non pas avec sa capacité de transport d'énergie, mais simplement parce qu'elle sert de capteur. Avec des déformations des fibres optiques dans les câbles sous-marins, on est capable de détecter des petites vibrations. Et c'est ce qu'on va faire au large de Mayotte, et c'est ce qu'on va faire entre la Nouvelle-Calédonie et Vanuatu, à l'occasion de la pose d'un câble de téléphone avec l'opérateur. Et ce câble va traverser la Grande Fosse, le point le plus profond du domaine maritime français. Voilà, j'en ai terminé pour les enjeux. Je voulais juste reboucler la boucle, revenir sur le gouffre, et puis vous parler des limites et de la toponymie. Alors les limites, vous voyez ici le gouffre, hein, on est là, hein, le gouffre est devant nous. Les noms de la toponymie, il y a des noms officiels qui sont en bleu foncé. Vous allez entendre parler avec Hervé tout de suite après moi, et puis avec les plongeurs, puisqu'ils ont travaillé dans ces zones-là. Et puis les noms en bleu clair, c'est les noms usuels utilisés par les pêcheurs. Et pour ceux qui se souviennent, il y a 2 ans, on avait lancé un concours pour nommer 8 lieux remarquables du canyon. Hein. On avait donné les résultats il y a 2 ans avec Hugo. Depuis, j'ai fait les demandes officielles. Alors, pour faire une demande officielle, il faut faire un nom de lieu, c'est-à-dire donner un nom générique qui va décrire la forme du relief, et puis ajouter après un nom spécifique, comme le canyon de Cap-Breton. Et donc, les dépôts ont été envoyés au CHOM, où j'ai travaillé avec Olivier Parvillet, qui était venu aussi nous exposer les tenants et les aboutissants de la cartographie du CHOM, et on aura les résultats à la fin de l'année. Alors, voilà, vous avez la toponymie officielle maintenant. Le zigzag va s'appeler le passage du Serpentin. Le méandre perché va s'appeler la terrasse Circus Cabarus. La vallée ancienne, ça sera la vallée Vatelière. Le méandre qui va bientôt se couper, bientôt être abandonné, s'appellera le passage de l'Andéra. L'arête dans le canyon s'appellera l'éperon Cyrano. Le passage au fond, l'escalier au fond du canyon s'appellera le passage de la Cascatelle. Et puis, tout près de nous, les ravines mouvantes étudiées par Hervé s'appellera la pente des View. Et le conduit dans la tête de canyon qui génère la nord d'Osgore s'appellera le chemin de la. Voilà, j'ai terminé. Et je vous remercie pour votre attention.